Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Jean-Pierre Vacher, bonjour. Bonjour Raphaël. Vous êtes le directeur général de Lyon Décideur, magazine lyonnais, mais surtout un journaliste économique, surtout bien connu depuis 30 ans de carrière professionnelle à Même Lyon. 35, 35 36. ans, raconté dans ce livre, Au diable les journalistes, petit livre, qui se lit facilement, qui se lit très facilement en tout cas, où on retrouve évidemment énormément de personnages politiques issus du milieu économique de ces 30 dernières années. Évidemment, on a une pensée aujourd'hui pour Anne-Marie Comparini, dont on vient d'apprendre la disparition, qui a le droit à plusieurs pages. Vous l'avez rencontrée très tôt, y compris notamment au début quand elle a repris la région Auvergne-Rhône-Alpes. Qu'est-ce que vous retenez d'elle? C'était une femme très, très attachante, avec de fortes convictions, qui s'est battue avec beaucoup de dignité en 99 quand elle a pris la présidence à la suite de l'annulation de l'élection de Charles Millon, parce qu'elle a eu en face d'elle des comportements, des vociférations, des insultes. Donc j'ai toujours été impressionné par la façon dont elle restait digne. Et puis comment elle essayait de continuer à faire vivre et développer cette région avec une majorité qui était compliquée, puisqu'en fait elle était soutenue par la gauche et essentiellement et par quelques élus. On va rappeler le UDF, contexte. voilà. Charles Millon, élu avec le soutien du Front National de Bruno Gollnisch. Et en fait, Étienne Tête voit dans cette élection, à un moment donné, il y a eu un débat. Et il se trouve qu'il ne peut pas y avoir de débat au moment de l'annonce des candidatures. Et donc, il prend ça comme prétexte et il fait un recours qui aboutit. Et donc, effectivement, l'élection de Charles Millon est annulée. Et à ce moment-là, donc, c'est Anne-Marie Comparini qui se présente, soutenu par toute la gauche et par quelques élus UDF, quelques RPR. On se souvient que Marie-Thérèse Geffroy aussi s'était opposée à l'élection de Charles Millon, Fabienne Lévy également. Et donc, elle est élue dans des conditions quand même très, très compliquées. Et donc, voilà, donc elle a eu à affronter je dirais, ce comportement assez odieux des soutiens de Charles Millon, qui, le lendemain de son élection, sont allés tambouriner sous ses fenêtres dans son appartement du 6e arrondissement. Donc j'ai toujours été impressionné par sa grande dignité, la façon dont elle a fait face. Et puis elle est aussi toujours restée fidèle, notamment à François Bayrou, puisqu'en députée sortante en 2007, elle reste fidèle à François Bayrou, qui ne donne pas de consigne de vote au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et elle fait pareil. Et donc, ça lui vaut d'avoir un candidat UMP à l'époque face à elle. Et donc, Michel Avare la battra aux élections législatives de 2007. Mais elle est restée fidèle à ses convictions. c'est un passage sur lequel vous revenez dans le livre avec une anecdote. On voit qu'Anne-Marie Comparini a véhiculé des vieilles rancœurs de la droite, malgré elle, contre elle. Et vous aviez filmé, TLM avait filmé à l'époque Michel Avare, le jeune député, avec un passage peu reluisant pour Patrick Devedjian. Oui. Alors, paix à son âme, il est décédé, lui aussi. On suivait les pas du nouveau député Michel Avare à l'Assemblée nationale. Et devant le Palais Bourbon, Renaud Muselier présente Michel Avare à Patrick Devedjian. Il lui dit, voilà, je te présente le tombeur d'Anne-Marie Comparini. Et donc, Patrick Devedjian lui serre la main et dit « Congratulations, cette salope ». Et donc, évidemment, il a une caméra en face de lui, donc il ne peut pas ignorer que c'est filmé. Et donc, voilà, ce reportage... Vous aviez fait le choix de le diffuser, vous étiez directeur. Oui, alors... vous étiez posé la question? Alors, Bertrand Frachon, le rédacteur en chef adjoint, est venu me trouver en me disant « Jean-Pierre, viens voir ». Donc, je suis descendu dans le banc de montage au moment où il montait. Il m'a dit, voilà, on a ça dans ce reportage, qu'est-ce qu'on fait? Et je lui dis, bien sûr qu'on passe. Parce qu'il ne faut pas laisser passer ce genre de choses. Et le hasard a voulu qu'en plus, le surlendemain du jour où on diffuse ce reportage, Nicolas Sarkozy était en visite dans la circonscription de Michel Avare à Lyon. Et là, Nicolas Sarkozy avait eu des propos très, très clairs pour dire ce n'est pas des façons de parler, c'est inadmissible, etc. Donc, avait condamné Patrick Devedjian. Il y a beaucoup d'autres passages évoqués dans votre livre, notamment, comme nous sommes le 7 janvier,
On est obligé de revenir évidemment sur l'attentat à Charlie Hebdo il y a 10 ans, jour pour jour. Un événement sur lequel vous revenez parce que ça a été l'occasion d'une mobilisation du Club de la Presse où vous avez oui, j'ai titré le chapitre 2015 à Annus Horribilis. J'avoue que oui, ce 7 janvier, quand on se retrouve, le hasard veut qu'on se retrouve à l'Hôtel de Ville pour les vœux à la presse de Gérard Collomb, voilà, une tradition chaque année, et voilà, et on se retrouve vraiment complètement éberlué. On vient d'apprendre l'attentat qui s'est déroulé, toutes les morts, enfin, voilà, c'est l'horreur. On est complètement, voilà, on n'a pas envie de manger, etc. Et donc, les représentants du Club de la Presse font le point avec Gérard Collomb et très vite, spontanément, donc Stéphane Rabu, Jeanine Paloulian disent il faut faire un rassemblement dès ce soir. Est-ce que ça pourrait être voilà, sur le parvis, sur la place des terreaux? Gérard Collomb dit oui tout de suite, évidemment, et dit voilà, je vais informer le préfet qu'on fait ce rassemblement. Donc, il y aura voilà, place des terreaux, noir de monde, alors qu'en quelques heures, voilà, l'information a été diffusée. Et puis, bien sûr, le 11 janvier, la manifestation organisée avec le Club de la Presse de Lyon, en première ligne, qui rassemblera plus de 300 000 personnes dans Lyon. Donc, oui, vraiment des moments très, très douloureux, mais qui ont marqué. Et je crois que c'est important de dire aujourd'hui, oui, qu'on est toujours Charlie et encore plus, je dirais, qu'il y a 10 ans. Alors, votre livre, pour venir dessus, Au diable les journalistes, sous-titré 1988-2023, en fait, ça commence bien avant. Vous commencez en 63. On a dit qu'il va parler beaucoup de Lyon, mais la couverture est en vert. C'est pas un hasard non plus. Voilà. Ça commence en 63 à Saint-Étienne. Oui, voilà. Tout le monde ne peut pas être de Lyon, hein, comme dit la plaisante sagesse lyonnaise. Donc, je suis stéphanois et fier de l'être. Donc, effectivement, je suis né à Saint-Étienne, de parents stéphanois, grands-parents stéphanois. Et donc, j'ai vécu voilà, toute mon enfance dans cette ville. Et puis, effectivement, je suis un passionné de foot et des Verts. Et donc, j'ai suivi la grande épopée européenne des Verts dans les populaires. Hein. On n'appelait pas ça les COP à l'époque, mais les populaires, juste derrière les cages. Donc forcément, quand on tombe dans le chaudron tout petit, on est marqué à vie. Et donc, voilà, cette couverture en vert s'explique d'elle-même. Vous avez pu être un journaliste sportif, au final. Alors, au tout départ, c'est vrai que j'avais envie d'être journaliste. Hein, je le raconte, hein, je tapais les résultats sur des petites fiches après chaque journée de championnat, etc. Vous alliez au local du Progrès, de la Tribune, pour lire le journal au milieu de tous les retraités voilà. À 12-13 ans. Et on faisait un peu le café du commerce en lisant le journal, parce que mes parents étaient plutôt abonnés à un quotidien national, La Croix, pour ne pas le citer. Et donc, oui, effectivement, je voulais au tout début être journaliste sportif. Et puis, cette envie d'être journaliste sportif à cause des Verts, évidemment, s'est transformée en journaliste tout court. Et j'ai fait mon premier stage dans un hebdomadaire stéphanois qui s'appelait Hebdo. Et c'est ce que je raconte, c'est le début du livre. Je suis reçu par le rédacteur en chef au début et à la fin de ce stage de 5 jours, hein, comme ils existent toujours. Et je dis à l'époque au rédacteur en chef, François Bouchu, voilà, j'ai envie d'être journaliste, mais tout le monde me dit que c'est une profession bouchée, qu'il n'y a pas d'avenir, etc. Et il me regarde droit dans les yeux et il me dit, si tu as envie d'être journaliste, vas-y, fonce, dis-toi que tu y arriveras. Et donc, je me suis toujours souvenu de cette phrase et je l'ai moi-même reprise parfois pour des jeunes qui, 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, me demandaient qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut vraiment vouloir être journaliste. Voilà, donc c'est une passion, l'histoire d'une passion intacte que je raconte. Vous auriez aussi pu faire de la politique, parce que comme vous revenez dessus dans le livre, vous avez été élu municipal à Saint-Étienne et coprésident, comme quoi les écologistes on n'avait pas inventé l'idée des binômes masculin-féminin, coprésident des jeunes giscardiens. Voilà, oui, j'ai eu un engagement politique étudiant, effectivement. Alors, tout en sachant que je voulais être journaliste, donc je savais que cet engagement politique, je l'arrêterais le jour où je deviendrai journaliste, parce que je pense qu'on ne peut pas bien faire les deux. Hein. Un journaliste a ses opinions de citoyen, il vote évidemment, mais je pense qu'on ne peut pas bien faire les deux, c'est pas possible.
Donc j'ai effectivement eu un engagement politique qui a duré l'équivalent d'un septennat, effectivement, de 80 à 87. Et j'ai été effectivement le Benjamin du conseil municipal de la ville de Saint-Étienne sur la liste de François Dubancher en 83. Mais ça vous a servi à analyser la vie politique et la vie économique? Oui, même oui, je pense que c'est une expérience que je ne regrette pas. Hein. Effectivement, c'était assez passionnant. Et on voit vraiment que, je pense, l'échelon municipal, la vie d'une ville, voilà, on est confronté vraiment aux réalités quotidiennes. On est sans arrêt en permanence face aux citoyens, électeurs. Donc, ça a été une expérience très, très enrichissante. Même si je n'ai pas été un élu très engagé, parce que j'étais étudiant à Lyon, à Paris à ce moment-là, hein, mais je faisais en sorte de bien remplir les missions qui étaient les miennes, notamment de procéder à des mariages, d'aide de permanence, un certain nombre de fois. Alors le livre revient sur 30 ans de vie politique, économique et journalistique aussi. C'est une histoire de la presse lyonnaise. Vous aviez commencé au Figaro à une époque où le Figaro, Lyon-Figaro employait 60 personnes à Lyon. Et puis vous avez évidemment, vous êtes surtout connu pour TLM. On retient les 10 années que vous avez passées à la tête d'une chaîne indépendante, ce qui a été un défi, qui a été un grand combat. Combat d'ailleurs, vous aviez gagné contre Jean-Michel Aulas. Alors, Stéphanois était particulièrement content de prendre la chaîne à Jean-Michel Aulas. Je ne sais pas s'il y a un rapport. Non, mais ce qui s'est passé, c'est qu'en 2010, le Progrès, via son actionnaire majoritaire, hein, le Crédit Mutuel, décide de vendre TLM. Parce que Michel Lucas, à l'époque le patron du Crédit Mutuel, ne croyait pas dans les télévisions locales. Et donc, dans un premier temps, je vois défiler dans ce qu'on appelle une data room, hein, là où il y a tous les documents. Et donc, les gens, les candidats potentiels pour acheter la chaîne viennent défiler. Je vois les Bolloré, les NRJ, etc. Au bout d'un moment, je me dis, si on est racheté par un groupe parisien, national, si on est racheté par une chaîne nationale, on va devenir un petit décrochage local. Et donc, c'en est fini de l'indépendance de cette chaîne. Et je me mets en tête de dire, bon, bah, finalement, tu connais les entreprises lyonnaises, les entrepreneurs, et si tu essayais de faire un tour de table. Et donc, c'est ce que je fais. Et donc, voilà, et ça réussit. On arrive à fédérer une douzaine de chefs d'entreprise et à lever... Avec Alain Mérieux, notamment. Alain Mérieux, Jacques Gaillard, Roland Chéniaud, Bruno Rousset, et d'autres, hein, puisque c'était une douzaine au total. Et effectivement, on se retrouve en finale avec deux projets, celui de Jean-Michel Aulas et d'OL TV qui voulait racheter la chaîne pour avoir une chaîne hertzienne, une fréquence hertzienne visible par tout le monde, puisque sa chaîne OL TV voilà, était sur des bouquets, satellites et autres, et donc payante, et donc n'était pas visible par tous les Lyonnais. Donc il avait vraiment envie de récupérer cette fréquence hertzienne. Donc voilà, il y a eu un combat effectivement entre deux dossiers. Et un repas où vous avez dit qu'il ne croyait pas en votre projet? Oui, alors un des actionnaires, enfin à l'époque investisseur, hein, dans le projet que je défendais, TLM 2015, Alain Mérieux me dit, par le biais de son représentant, un jour, Jean-Pierre, on vous a donné notre accord, on vous soutient, on trouve quand même dommage qu'il y ait deux projets lyonnais qui s'opposent, est-ce que vous accepteriez de rencontrer Jean-Michel Aulas pour voir s'il n'y a pas quelque chose à faire? Et donc je lui dis, bah oui, si vous me dites que quoi qu'il arrive, vous resterez avec notre projet, j'accepte. Et donc effectivement, au cours de ce déjeuner, enfin c'était même un petit déjeuner, Jean-Michel Aulas vient avec beaucoup de certitude, hein, disant, voilà, ma chaîne a réussi, je gagne de l'argent, vous n'y arriverez jamais, je ne crois pas à votre projet. Moi, je lui explique que je défends l'idée d'une chaîne indépendante, dans laquelle il n'y a pas d'actionnaire majoritaire, mais un collectif d'actionnaires qui défend l'idée d'une chaîne indépendante. Et donc, à un moment donné, le représentant d'Alain Mérieux dit voilà, mais Jean-Michel Aulas, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'il n'y a pas, on ne peut pas trouver un terrain d'entente? Est-ce que vous accepteriez d'avoir 40% du capital? Et Jean-Michel Aulas répond très, très fermement, je veux être opérateur de cette chaîne au sens du CSA, c'est-à-dire j'ai 51% ou rien. 40%, vous étiez mal. Hein, vous disiez... Alors, l'espace de 30 secondes, je me suis dit, je suis foutu. Parce qu'il suffisait à ce moment-là que si Jean-Michel Aulas disait oui, qu'il se mette d'accord avec un des actionnaires que j'avais, et puis qu'il arrive à 51%, et puis il faisait la loi, quoi. Et donc, comme il est resté très, très ferme sur sa position, ben on s'est séparés
En partant, il m'a tendu sa carte en me disant, tenez, réfléchissez bien. Et puis voilà. Et puis voilà, c'est 10 ans d'histoire, et puis encore, enfin, c'est 30 ans de presse qu'on retrouve dans ce livre. Au diable et journaliste, contrairement à ce qu'évoque le titre, c'est une vraie déclaration d'amour pour un métier Exactement. que vous avez toujours voulu faire et que vous voulez continuer à faire. Bien sûr, oui, il y a encore voilà, je termine en disant, il y a encore de belles pages à écrire, bien sûr. Jean-Pierre Vachet, je vous remercie. Merci Raphaël. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.